vraiment un plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train d'attendre ce rendez-vous Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est un plateau aujourd'hui féminin. Nous avons encore le réel plaisir de recevoir pour vous cette semaine Maître Arlette Odia, qui est donc responsable du collectif pour les développements et l'unité du Congo. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame Noéla Kambaja. Vous allez bien, hein? Oui. Comme d'habitude. Merci. Les morales qui restent toujours forts. Toujours au zénith. En train de suivre la situation sociopolitique de l'heure. Oui, en train de la suivre, mais aussi en train d'agir. Hein. En train d'agir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a la structure, le collectif pour le développement et l'unité du Congo, cette structure par laquelle nous sensibilisons l'opinion. J'ai toujours dit qu'on ne fait pas la politique pour chercher l'argent, on fait la politique pour participer à un changement. Et pour contribuer au développement du pays. Et ce changement, ça commence justement par la sensibilisation du peuple, la sensibilisation des citoyens, des populations, hein, par-ci, par-là. Mais Maître Arlette Odia, c'est pas seulement les CEDUC qui a ce langage-là, on fait la politique pour contribuer au changement, mais on a l'impression que les choses ne marchent pas. Oui, mais nous ne sommes pas aux affaires. Nous nous contentons de notre position au sein de la société. Je signale que vous êtes aussi membre de cette grande famille politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, le Front commun pour le Congo. Justement, le CEDUC a fait son affiliation au PPRD, le PPRD qui est le parti du président Joseph Kabila, l'un des partis, on dira même la fille aînée de la famille politique, le FCC, et nous jouons notre rôle dans la société. Quand vous êtes politique, il va arriver à un moment où vous serez aux commandes, à un autre moment, vous ne serez pas aux commandes, mais dans l'un ou dans l'autre cas, vous devez travailler pour le changement et pour le développement dans la société où vous êtes. Et nous faisons ce travail. Quand vous verrez les images de nos activités, nous sommes tout le temps en contact avec nos compatriotes et ils sont en train de mûrir. La plupart des choses que nous avions annoncées en son temps, aujourd'hui ça s'est réalisé. Et qu'est-ce que vous avez annoncé en son temps? J'avais par exemple dit aux Congolais que la République n'était pas sur le point de donner aux compatriotes la carte d'identité. Le 30 juin dernier, le président de la République avait obtenu sa carte des citoyens. J'avais dit aux gens qu'il sera les seuls à détenir cette carte parce que tout indiquait que les choses n'étaient pas au point pour que les compatriotes en obtiennent. Mais on était en train d'y travailler pour donner dans les jours à venir aux Congolais la carte. C'est pas ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit qu'ils donneraient, c'était le go lancé par le président de la République et qu'immédiatement après, c'est d'autres compatriotes qui en auront. Personne n'a une pièce d'identité valide en ce moment-ci au pays. On n'a pas des permis de conduire. On n'a pas pour avoir les passeports, vous savez que c'est toute une gymnastique. Il y en a qui la situation du passeport là inquiète aussi quand même, hein, plus d'une personne. Il y a des gens qui ont quitté l'étranger, des Congolais qui sont bloqués aujourd'hui à Kinshasa parce qu'ils devraient renouveler quand même leur passeport et ça. Quand vous dites ces choses et dans la forme convenable à vos compatriotes, arrivés au moment du vote, ils comprendront que c'est une personnalité et une structure clairvoyante, prévoyante. Il y a alors lieu de leur accorder le mandat et leur permettre... Alors, vous l'aviez dit, le CEDUC est là pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Et alors, si à l'heure actuelle, il y a ces problèmes qui persistent, Maître Arlette Odia, vous pouvez nous dire quelles démarches vous avez déjà entamées auprès des actuels dirigeants pour tirer encore une fois de plus cette sonnette d'alarme. Et je pense que c'est de cette façon que vous pouvez contribuer au développement du pays. Le CEDUC est né en 2020. Et à cette époque, nous étions dans le parti DCU de M. Vidi Chimanga. Et là, vous étiez encore avec le régime. Mais justement, nous étions vraiment dans le camp du parti au pouvoir. À partir de ce moment, on élevait déjà les tons pour demander des changements effectifs et radicaux dans la vie des compatriotes. Ces choses n'arrivaient pas. Quelque temps après, nous sommes décidés d'échanger des postures. Nous sommes allés dans la société civile. À partir de là, on a commencé à sensibiliser les dirigeants
sur ce qui devait être fait. Notamment à l'époque, quand M. Fayulu demandait ou faisait une proposition de sortie des crises, nous, en tant que CEDUC et à l'époque, membres de la société civile, nous avions fait voir à ceux du pouvoir qu'il fallait écouter cet acteur politique avant de dire oui ou non. Il faut quand même l'écouter. Mais ils ne l'ont jamais écouté et finalement, le tissu social a continué à se déchirer. Quand les deux rôles que nous avions joués, aussi bien au sein de la famille politique qu'au sein de la société civile, nous n'avons obtenu aucun gain de cause, nous sommes allés dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, on n'attend rien, absolument rien de ceux qui sont au pouvoir. Mais alors, avec ce changement, Maître Arlette Odia, on vous accuse, c'est parce que vous n'avez pas été satisfaite comme vous l'aviez souhaité en son temps. Voilà pourquoi vous avez décidé aujourd'hui d'être dans l'opposition contre l'actuel régime. Madame Noëlla, il y a beaucoup de gens qui actuellement sont avec le président de la République en fonction sans être satisfaits et continuent à être avec lui. Parce qu'ils espèrent que dans les jours à venir, ils finiront par être satisfaits. Mais ce n'est pas la satisfaction individuelle que nous poursuivons. C'est ce qui a fait que nous avons changé des bords et des camps politiques. Si c'était la satisfaction personnelle, croyez-moi, je serais là en train d'attendre que le panier continue à circuler jusqu'au moment où ça arriverait chez moi. Mais puisque j'ai compris que la détermination de ceux qui sont au pouvoir n'est pas de servir le peuple, n'est pas de servir le pays, mais plutôt de servir des individualités, encore qu'il y en a plusieurs qui attendent encore. Mais nous avons choisi de changer de camp. Alors, donnez-nous quand même un exemple des actes de l'actuel régime qui sert des individus dès lors qu'ils ne cessent de chanter le peuple d'abord. Nous avions été dans ce pays au moment où le projet 100 jours avait été lancé. Et la promesse faite aux citoyens était que dans les 100 jours, voilà, on aura 12 saules-moutons à Kinshasa, on aura autant d'écoles construites, on aura autant de routes en dessert agricole qui sera construite. Mais à ce jour, le projet 100 jours, il n'a jamais touché à sa fin. Pourtant, mais quand même, il a commencé. Tous les frais avaient été mis à la disposition des partenaires ou de ceux qui devraient travailler. Ça veut dire que c'est des gens qui se sont tout simplement répartis l'argent de l'État et ont décidé de ne rien faire pour le pays. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est le programme RAM. Les compatriotes, ils sont chacun victimes de manière personnelle et individuelle jusqu'à ces jours, d'un détournement organisé par les dirigeants. Ça, c'est très grave. C'est ainsi que je vous dis que ceux qui nous dirigent en ce moment, ils travaillent pour résoudre leurs problèmes. Les problèmes de leur famille biologique, les problèmes de leur famille politique, mais pas les problèmes des citoyens. Mais alors, avec ces changements, c'est Dieu qui a commencé d'abord en étant dans la famille présidentielle, c'est-à-dire qu'en accompagnant les actions de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Après, le CEDUC a décidé d'être dans la société civile et aujourd'hui, nous avons le collectif qui est dans l'opposition. Vous pensez que cela vous crédibilise encore aux yeux des peuples congolais, ce changement? Oui, le crédit qu'on peut accorder à une structure politique, ça ne dépend pas seulement du fait de rester éternellement dans une famille politique donnée. C'est le but que l'on poursuit. Et ici, dans les cas d'espèce, le but que nous poursuivons, c'est l'amélioration au sein de notre société. Est-ce que le régime en place a-t-il amélioré les conditions de vie des Congolais? S'il ne l'a pas fait, et que pour cette raison, nous quittons cette famille politique, ça veut dire que notre combat est noble. Sinon, on serait resté là à bouffer aussi comme les autres. Est-ce que vous étiez étouffé dans la société civile? Nous n'avions pas été étouffés dans la société civile, mais depuis que l'UDPS est au sommet de l'État, la voix de la société civile n'est pas entendue. Voyez sur les réseaux sociaux, vous entendrez des citoyens dire « mais on n'entend plus parler de telle ONG, on n'entend plus parler de tel ASBEL qui pourtant hier, sous le régime de Joseph Kabila,
faisait entendre sa voix. Pourquoi toutes ces ONG ne font plus entendre leur voix? Alors justement parce que les voix ne sont plus audibles. Les présidents de la République, son gouvernement, l'Assemblée nationale, les Sénats, ils n'ont plus une oreille attentive auprès de ces ONG. Ils n'ont plus une oreille attentive. Alors, est-ce que vous pensez qu'en étant dans cette famille politique de Joseph Kabila Kabange, votre voix est entendue? À défaut que cette voix soit entendue par les dirigeants, elle est au moins entendue par les compatriotes. Et c'est ça ce que nous gagnons dans l'opinion. Et nous sommes en train d'avancer. Vous savez que nous ne sommes pas candidats. Moi, à titre personnel, je ne suis pas candidat aux élections de décembre 2023. Mais combien sont des citoyens qui m'appellent pour me demander, mais Madame Arlette, quel sera votre numéro? Nous sommes en train de sensibiliser, nous allons majoritairement voter pour vous. C'est parce que notre voix est en train d'être entendue par nos compatriotes. Joseph Kabila Kabange, hier, qui a été considéré par plus d'une personne comme étant la personne qui a, ça ne vient pas de moi, mais vous l'aviez certainement déjà entendu, la personne qui a enfoncé la situation de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez qu'en étant au sein de cette famille politique, c'est de cette façon que vous allez redresser la RDC? Mais j'aimerais ici saluer un homme, et cet homme c'est le président Joseph Kabila. C'est lui-là qui a pu comprendre que, fort des accusations gratuites qui avaient été formulées contre sa personne, il fallait qu'il organise cette passation de pouvoir entre la majorité de l'époque, sa majorité, et l'opposition, de sorte à permettre aux Congolais justement de se rendre compte que tout ce qui était dit contre lui était faux. Et en ce moment, les Congolais s'en rendent compte. Je vais vous donner un exemple précis. Allez-y. Parlant de la Constitution ou essentiellement du domaine de l'éducation. Le président Joseph Kabila, il parle de la gratuité de l'enseignement dans la Constitution de 2006. Mais les conditions financières sont telles que il ne l'a pas rendu effectif. Mais il ne s'est jamais bombé les torses pour dire que voilà, j'ai placé la gratuité dans la Constitution. Une fois qu'il pouvait le dire, les compatriotes diraient, mais vous avez consacré la gratuité dans la Constitution, mais vous ne l'avez pas rendue effective. Puisqu'il y a un mais, il pensait qu'on devrait continuer à travailler. Vous voyez les régimes qui les succèdent, rendre la gratuité effective, mais détruire le système éducatif. C'est-à-dire quoi détruire? Lui-même, le président de la République, l'a dit plusieurs fois, l'actuel président, il regrette qu'il y a encore des choses qui doivent être faites, il regrette que la gratuité, la qualité de la gratuité a été entamée. Il y a aussi un mais. Pourtant, et il se bombe les torses. Mais nous sommes dans la continuité de la gestion de la chose publique. Joseph Kabila Kabange a commencé, et Tshisekedi est en train de matérialiser cette disposition de la Constitution. Mon problème est que quand un acteur politique initie une réforme ou une démarche qui vise l'amélioration des conditions des citoyens, dès lors que l'objectif n'est pas encore totalement atteint, il ne peut pas se bomber les torses pour ça, parce que dans une certaine mesure, c'est moquer du peuple congolais. En ce moment-ci, je pense que nous sommes au meilleur endroit, nous sommes en train de travailler et les Congolais le comprennent bien. Ils nous feront confiance dans les jours à venir, nous allons diriger autrement. Meilleur endroit au sein du Front commun pour le Congo, à côté de Joseph Kabila Kabange, c'est ça? Absolument. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. Je suis venu rencontrer le DG d'abord pour l'encourager pour tout ce qu'il fait pour la République. Et aussi, je suis venu poser le problème de la voirie au niveau de la commune de Batangoua. Les routes sont détruites. J'ai trouvé une oreille très attentive et bientôt, pas les bientôt prophétique, mais bientôt, dans 2-3 jours, les travaux
entreprennent à Bakal, nous allons boucher nos trous et voir comment rafistoler ces contrats. Nous sommes devant l'Institut supérieur des commerces ISC en sigle. Le décor habituel est absent. Le bus Transacademia qui stationne devant cette institution d'enseignement supérieur sont restés au dépôt. Les agents sont en grève depuis le lundi 16 octobre 2023. Les agents grévistes sont là, mais sans leur bus. Ils se sont rendus à la primature pour déposer un mémorandum reprenant leurs revendications, notamment un paiement des 5 mois des salaires, signature des contrats, prime de la francophonie, conditions sociales, d'autres. Pour votre gouverne, nous avons enregistré plus de 5 mois d'arriérés des salaires et tout autre avantage lié au travail. En plus, ça fait plus de 7 mois que nous travaillons au sein de la société Transacademia et nous n'avons signé aucun contrat. Opérationnelle depuis le mois de mars dernier, cette entreprise destinée exclusivement au transport des étudiants enregistre déjà son premier mouvement de grève. Albertine Lumbu, agent des Transacademia, déplore cette situation qui ne leur permet pas de continuer le travail. Une femme comme moi, je sors chez moi, je quitte ma maison à 2 heures. Je risque de transport, na milliers de musala. Nous commençons 4 heures juste. Si on fait de route, ok, Mikondo. Ok, aussi étudiants, on si na unikin. Et aussi c'est à 14h30. Quitter clôture à 14h30 pour quitter unikin. Tu arrives à la maison 17h, 18h. Demain, tu es obligé de servir toujours les étudiants. Mais on ne nous paye pas. Cet autre agent des Transacademia implore, lui, l'implication des autorités compétentes. Nous avons revendiqué droit à l'habisso. Tous les fonctionnaires de l'État. Une situation qui scandalise déjà les bénéficiaires. Surtout longue distance, À en croire certains agents des Transacademia, leur dossier serait bloqué à la primature et au ministère des Finances. Pourtant, un établissement public créé par décret du Premier ministre, ce dernier ne peut en aucun cas bloquer les salaires des agents, estime la primature. Tout ce qui reste à faire, c'est de payer les agents de cette société. Eh bien, c'est déjà la saison des pluies, comme vous le savez très bien. Maître Arlette Waudia, vous avez quand même suivi lorsque le projet Zéro Trou a été lancé. Comment être satisfait quand les gens ne peuvent pas facilement se déplacer à cause de la mauvaise qualité de route? Pourtant, le gouvernement avait dit que le projet 100 jours était complètement terminé et que les fournisseurs, les entrepreneurs avaient reçu tous les fonds destinés à la réalisation de ce projet. C'est vraiment regrettable. Et vous savez que quand les routes ne sont pas praticables, c'est beaucoup de problèmes. C'est le temps qu'on va perdre dans les embouteillages. C'est le temps de travail qui sera gaspillé. Et quand vous avez gaspillé le temps, vous ne savez pas avoir l'argent. Donc vous voulez nous dire qu'il y a encore de trous à travers la capitale congolaise? Mais absolument, madame. Vous avez remarqué combien les embouteillages, la situation s'est vraiment empirée. Contrairement à ce que disait le régime actuel, qu'il résoudrait ce problème notamment avec la construction des sauts de moutons, il nous arrive chaque jour de voir des embouteillages, même sur les sauts de moutons. Les Congolais ne peuvent pas se déplacer. C'est pas seulement à Kinshasa. Vous voyez, même à l'arrière-pays, il y a des gens qui nous appellent pour nous dire mais il y a les produits des champs qui ne peuvent pas atteindre les grands centres commerciaux, faute des routes. Donc, mais il y a ce projet 145 territoires qui prend en compte la construction des infrastructures. Dans le lot de la réalisation du projet 145 territoires, on avait vu le gouvernement de la République aller inaugurer par exemple le pont de Banana, le port de Banana, aller inaugurer le lancement des travaux de la route Kanyamambouji, mais après ils n'en parlent plus. Tous les travaux sont à l'arrêt.
vous entendez les gens parler du programme Tchilégelou. Ils vous disent que les tracteurs ne fonctionnent plus, que rien n'est fait. Et ça rejoint justement ce que j'avais dit au début de l'émission, que c'est des dirigeants qui travaillent dans le sens de résoudre leurs problèmes personnels, leurs problèmes d'argent, pas les problèmes de l'État, pas les problèmes des citoyens. C'est ce qui fonde notre combat pour l'alternance et nous y croyons. Les Congolais savent que sans cette alternance, on ne va pas s'en sortir. Il faut Mais que vous ne pouvez même pas voir les signaux forts parce qu'il y a des observateurs qui estiment que le régime Tshisekedi a essayé quand même de donner des signaux forts en plusieurs domaines, notamment dans la construction des infrastructures. Les signaux forts, on les constate lorsque, durant les 5 ans d'un régime, il y a des projets lancés et inaugurés. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons certaines inaugurations qui ne sont pas suivies de la poursuite des travaux. Nous voyons certains lancements ou ouvertures des infrastructures construites, mais pour des projets qui ont commencé avant le régime de Félix Tshisekedi. Ça veut dire que le régime Tshisekedi en soi, il n'a rien fait dans le sens de commencer la construction, d'abord de concevoir un projet, de le commencer et de le terminer. Quand vous me parlez des signaux, je me demande de quels signaux il s'agit, madame. Il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de réalisation avec ce régime. Mais si Tshisekedi inaugure aussi des projets qui ont commencé avec Joseph Kabila Kabange, c'est comme je le disais, la continuité de la gestion de la chose publique. Vous savez, la continuité, elle a tout son sens quand au moment de l'inauguration des œuvres achevées, ceux qui inaugurent ont suffisamment de courage pour dire voilà, ce projet avait commencé à telle date, sous tel gouvernement, et il vient à être clôturé ou terminé sous un autre gouvernement. C'est là que le terme continuité de l'État trouve son sens. Mais nous sommes face à des dirigeants qui, ils vont par exemple au Lualaba inaugurer la nouvelle centrale électrique, mais ils n'ont pas le courage de dire que c'est un projet qui était lancé sous le régime de Joseph Kabila, sous le gouvernement de Mouzito ou le gouvernement de Matata Ponyo, et que voilà, il est en train d'être inauguré par le Premier ministre Sama Lukonde. C'est là tout le problème. Et c'est contre toute cette malhonnêteté politique, parce qu'en politique, ces choses ont un nom. Les noms, c'est la malhonnêteté. Et c'est cette malhonnêteté vide le concept de continuité de l'État de son contenu. Et puisque c'est des personnes de mauvaise foi qui nous dirigent, ils doivent partir. Des personnes de mauvaise foi. Absolument, je vous l'ai dit. On a suivi en direct l'inauguration de toutes les infrastructures construites au niveau de l'Olaba. Avez-vous entendu les noms du président Kabila être cités? Avez-vous entendu les noms des anciens premiers ministres être cités? Non. Dernièrement, j'ai suivi le coordonnateur, n'est-ce pas, de l'équipe de campagne du président Tshisekedi dire que, voilà, on salue l'alternance qui n'est que le produit des efforts de l'actuel président de la République. Mais quels sont ces efforts du président de la République Tshisekedi qui ont concouru à l'avènement de l'alternance en RDC sans le président Joseph Kabila qui l'a précédé? C'est ça les signes de la mauvaise foi. Non, mais c'est quand même connu. C'est quand même connu que lorsqu'on parle de l'alternance, on doit reconnaître aussi Joseph Kabila Kabange. Mais c'est ce qu'ils ne font pas. Vous, journalistes, vous le faites. Le monde de la société civile le font. Nous, de l'opposition, nous le disons aussi de temps en temps. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils pensent que ce sont eux qui font tout. Alors qu'à vrai dire, ils ne font rien. Et les Congolais sont témoins. 5 mois d'arriéré pour ces Congolais qui ont décidé de travailler dans cette société Transacademia, Maître Arlette Odia. Comme on peut aussi le voir, les revendications qui viennent de ces personnes qui ont accepté de servir, de travailler lorsqu'on a organisé le jeu de la francophonie. Un mot de votre part. Nous sommes de l'opposition. Nous analysons cette question tristement. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir
alors qu'ils ont la possibilité de résoudre la question, ils lisent plutôt la situation avec beaucoup de désintéressement. Moi, j'ai vu les gens de la majorité répondre à des compatriotes qui exigeaient leur salaire, que le développement est progressif, on ne fera pas tout en un seul jour, ce n'est pas un coup de bâton magique. Ça veut dire que ceux qui dirigent n'ont pas des sensibilités. Et surtout dans ça, on pointe toujours à la misère. Du doigt accusateur le ministre de Finances. On a vu également Gabriel Mokia qui est passé sur ce plateau pour réclamer ce qui lui revient. Toujours le ministre des Finances. Moi, je ne veux pas tomber dans ces pièges parce que je pense que l'amélioration des conditions de vie des compatriotes, c'est une responsabilité collective du gouvernement et de l'exécutif, je veux dire, et le chef de l'exécutif, c'est aussi le chef de l'État. Quand les compatriotes se plaignent du fait qu'ils n'ont pas été payés, après avoir autant travaillé, c'est pas seulement c'est pas seulement la question du ministre des Finances. S'il continue à ne pas être payé, c'est le problème du gouvernement, c'est le problème de l'exécutif et c'est donc le problème du président de la République. Ce qui dérange le plus. Et qu'est-ce qui dérange? C'est que face à toutes ces difficultés que les Congolais dans divers domaines de la vie décrivent, il y a des gens qui viennent vous dire que le bilan de M. Félix Tshisekedi est positif. Alors, ça veut dire que c'est vraiment une moquerie à l'endroit des citoyens congolais. Est-ce que c'est une façon pour vous de dire que depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, il n'y a rien de bon qu'il a pu réaliser en faveur du peuple congolais? Vous savez, cette question, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète encore, ça va toujours sur la base des indicateurs. Je pense que pour parler d'un bilan, s'il est positif ou négatif, il faut partir sur la base des indicateurs. Et les indicateurs, c'est notamment le social, c'est la justice, c'est la sécurité, c'est la réalisation de grands projets. Et le social, qu'est-ce qu'on entend par le social? C'est le pouvoir de l'argent. Est-ce que les Congolais peuvent facilement avoir de l'argent grâce à leur travail, qu'ils soient dans le formel ou dans l'informel? Ça, c'est la première question à répondre, à laquelle il faut répondre. La seconde, lorsqu'ils ont cet argent, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? C'est ça aussi la deuxième préoccupation. Un budget qui quitte de 3 milliards de dollars américains avec Joseph Kabila Kabange aujourd'hui à 10 milliards. Ça également, vous ne pouvez pas les reconnaître à Félix Tshisekedi. C'est les chiffres et les lettres si ça ne se répercute pas dans la vie des compatriotes. À la première année du régime de M. Félix Tshisekedi, quand ils ont parlé de l'accroissement des recettes, l'accroissement des réserves d'échange et du budget, les Congolais commençaient à se frotter les mains. Ils disaient, mais voilà, ça c'est le social qui va s'améliorer. 5 ans après, le social ne s'est pas amélioré. Bien au contraire, il s'est dégradé. Allez-vous continuer de parler de ce bilan pour le Congolais? Mais c'est des chiffres, c'est des lettres. Il faut que ça soit effectif, ce qui n'est pas le cas. Ou vous faites juste, vous fournissez beaucoup d'efforts pour ne pas reconnaître quand même quelques réalisations de ces régimes. Le problème n'est pas pour nous de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître. Le problème est que les Congolais doivent le vivre dans leur quotidien. Mais il y a certains Congolais qui applaudissent quand même pour dire que ça va. Vous parlez des Congolais qui sont aux affaires, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, que ces gens, ils travaillent pour résoudre leurs problèmes personnels, pas les problèmes de compatriotes. Ceux qui ont parlé il y a quelques minutes là, dans l'élément, on n'a pas demandé s'ils sont de quelle famille politique, s'ils sont de quel camp politique. C'est peut-être même qu'elle serait membre d'un parti de la majorité. Mais quand elle a du mal à toucher son salaire, elle en parle et personne n'écoute. Je viens d'entendre récemment... C'est pas juste une action dont plusieurs... Je viens d'entendre une sénatrice, membre de l'Union sacrée, décrier par exemple le tribalisme dans sa contrée, décrier le fait qu'il n'y avait pas de magistrats ou des juges et des magistrats du parquet dans sa circonscription électorale. Elle est de la majorité, mais c'est des choses qu'elle décrit face à un régime qui ne sait pas résoudre le problème de notre société. Maître Arlette Odia, nous allons prendre ce deuxième dossier, nous allons continuer
également sur ces points qui touchent aux activités. Le bilan donc de Félix-Antoine Tshisekedi pour ses premières 5 années pour la magistrature suprême. La rentrée judiciaire a eu lieu ces jours dans la salle de congrès du Palais du Peuple, en présence du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi. Le procureur général près la Cour de cassation a prononcé sa mercuriale sous le thème « Le trafic d'influence en droit positif congolais ». Firmin Vondemambou a dénoncé le trafic d'influence sous toutes ses formes qui caractérisent la justice congolaise et invite les acteurs judiciaires à bannir cette pratique. Il a rappelé que l'appareil judiciaire a pour unique capitaine la Constitution et les lois que le magistrat, dans leur serment statutaire, jure de respecter. Dans le même souci de lutter contre les antivaleurs qui émaillent notre société, j'ai choisi de développer ce jour le thème intitulé « Le trafic d'influence en droit positif congolais ». La justice a pour coutume de dire que la manifestation vivante de la démocratie est un pilier majeur de l'état de droit. Mais pour qu'elle joue efficacement ce rôle, elle doit être indépendante, impartiale, équitable, bref, au-dessus de toute forme de pression. En ma qualité de ministère public au sommet, près de juridiction de l'ordre judiciaire en République démocratique du Congo, j'engage tous les magistrats debout. À ce titre, je dois m'assumer. Et à ce titre aussi, quelques mesures drastiques mises en chantier portent déjà à ce jour quelques fruits. Et sans désemparer, nous allons devoir continuer. L'appareil judiciaire a pour unique capitaine la Constitution et les lois de la République. Rappelons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait exprimé son regret de voir la justice congolaise n'est pas accompagner sa vision dans l'instauration d'un état de droit. L'appareil judiciaire est mis en œuvre pour que seul le droit et le bon soient dits. Oui, à l'audience d'aujourd'hui, il était question que la Cour puisse requérir un expert, donc le docteur Chamala, qui avait fait les rapports à l'audience passée pour connaître l'état réel de notre client. Et c'est ce qui a été fait. Et le docteur a comparu et il a donné sa déposition devant la Cour, déposition sur laquelle l'état de notre client était toujours préoccupant. Donc c'est qu'à l'audience de ce jour, il ne pouvait pas, compte tenu d'un certain nombre de maladies, il ne pouvait pas être prêt pour l'audience. Et il a sollicité qu'on puisse lui donner du temps pour stabiliser l'état préoccupant de notre client. Et c'est ce à quoi la Cour a accédé. Mais la Cour a décidé plutôt de prendre, parce qu'au-delà de tout ça, l'auditeur militaire avait proposé qu'il puisse procéder, que la Cour puisse procéder à une contre-expertise. Et la Cour a estimé nous répondre par un avant-dire droit, un arrêt avant-dire droit. Donc l'arrêt avant-dire droit pour répondre à l'échéance longue que la demande avait demandé pour le rétablissement de notre client, ou de répondre à la contre-expertise sollicitée par l'auditeur. Donc on l'a fait renvoyer à ce vendredi 20 pour l'avant-dire. Maître Arlette Odia, je reviens encore vers vous avec cette question. Pour ces premières années, selon vous, Félix-Antoine Tshisekedi n'a rien fait pour le peuple congolais. Le président Tshisekedi n'a rien fait pour ce pays. Permettez-moi de vous le dire de manière aussi directe. Je vous ai expliqué que le bilan, pour qu'il soit jugé positif ou négatif, il faut partir sur la base des indicateurs. Et quand on parle du social, je suis vraiment écœurée de voir les gens penser que la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, ça rentre directement dans l'indicateur social. Non, ces réalisations rentrent plutôt, et à notre sens, dans la réalisation de grands projets.
Alors, selon vous, le social renvoie quoi? Le social renvoie directement à l'argent. Comment les citoyens obtiennent l'argent et quand il l'a, qu'est-ce qu'il peut en faire? Et vous savez que c'est difficilement que les Congolais savent toucher à l'argent, aussi bien ceux qui travaillent dans le circuit formel que dans les circuits informels. La preuve est que pour vous, le social, c'est l'argent. Par-ci, par-là. Mais justement, ça renvoie à la manipulation de l'argent. Comment on l'obtient, comment on peut le dépenser, à quoi il peut servir. C'est en fait ça le social. À part cela, il y a l'aspect judiciaire. Quand le chef de l'État lui-même vous dit qu'il est au regret, qu'en ce moment, la justice est en train de détruire le pays, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il n'a fourni aucun effort pour que cette justice s'améliore. Mais cette déclaration, c'est certainement, donc, justement, dans le but d'améliorer. Voilà pourquoi ces changements qu'il a cessé d'opérer au sein de l'appareil judiciaire. Mais il n'y a aucun changement, madame. Quand vous parlez de la justice, pour vous rassurer qu'elle s'est améliorée, oui ou non, vous allez d'abord parler de comment la liberté des citoyens est gérée. Je vais faire bientôt 10 ans de profession ou 10 ans de métier en tant qu'avocat. Je peux vous rassurer qu'avant l'avènement du régime de Félix Tshisekedi, il m'est arrivé de sortir des gens de prison le même jour. Il entre en prison le matin et il sort le soir. Pourquoi? Parce que les magistrats, un magistrat peut-être véreux, décide de monnayer la liberté d'un compatriote dès que vous avez la chance de voir le chef d'office, c'est-à-dire le procureur général ou le procureur des grandes instances, et vous lui expliquez que l'incarcération de votre client est injuste, il appelle le magistrat, il demande au magistrat de lui expliquer comment ce monsieur est en prison. Aussi longtemps que ces magistrats n'arrivent pas à convaincre son chef, dans l'immédiat, le chef ordonne. Et là, c'était lorsque vous n'aviez même pas encore commencé votre appartenance au sein du FCC ou commencé en politique. Madame Noëlla, je me suis engagée en politique en fin 2018. Fin 2018. Avant fin 2018, j'étais dans la profession d'avocat et je l'exerçais à temps plein. Il m'est arrivé de faire libérer des gens à l'ANER parce que vous avez rédigé une correspondance, vous l'avez destinée à l'administrateur général et il lit, il trouve que les raisons sont fondées, il appelle ses AP, ainsi de suite, il se rend compte que alors depuis l'avènement de Félix Tshisekedi n'était pas justifié et il libère. Mais en ce moment, vous verrez un chef de juridiction, vous verrez à l'ANER, on vous répond facilement que laissez la justice faire son travail. Mais quand il y a un compatriote qui vous dit que sa liberté est monnayée, vous devez tout arrêter. Vous vous rassurez que ce monsieur ne peut pas être en prison injustement. Il y a des compatriotes qui ont des crédits à la banque, qui sont dans le microfinance, qui sont dans les ristournes. Mais quand vous l'arrêtez injustement, vous lui bouffez 2 semaines, vous lui bouffez 1 mois, 3 mois de sa vie, comment il fait pour rembourser ses crédits? Comment il fait pour faire vivre sa famille? Mais ça ne constitue plus une urgence et une nécessité pour ceux qui nous dirigent en ce moment. Comment dans ces cas, pouvez-vous dire que la justice est améliorée? Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu dire que pour une dette, on ne peut pas quand même incarcérer quelqu'un. Pourtant, à ce jour, il y a des gens qui sont en prison tout simplement pour des faits civils. J'ai été en prison. C'est là quand même prouve le fait que le président de la République s'inquiète et continue certainement à s'inquiéter. Il ne s'inquiète pas. Vous avez suivi la réponse de son porte-parole qui dit que le président de la République ne va jamais s'impliquer dans les questions d'ordre judiciaire. Ça viole la loi. Lisez la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de compétence de l'ordre judiciaire. En son article 70, il donne au ministre de la Justice, c'est-à-dire au gouvernement, c'est-à-dire à l'exécutif, le pouvoir d'injonction sur le parquet. Mais qui gère la liberté des citoyens? C'est le parquet. Comment l'exécutif peut-il dire qu'il n'a pas ce pouvoir alors que c'est un pouvoir que lui donne la loi? En fait, ils ont ce pouvoir, mais ils ne l'utilisent que pour les membres de leur famille biologique et pour les membres de leur famille politique. Figurez-vous que lorsque l'UDPS a milité contre l'investiture ou la désignation des Ronsard Malonda, il y a eu des morts. Ils ont marché.
et certains compatriotes ont trouvé la mort, et même des policiers. Ces gens avaient été arrêtés. Quelques temps après, ils avaient été libérés. Pourquoi? Parce que l'exécutif avait intervenu, partant de cet article 70 que je venais de vous citer, pour dire que ce sont des gens, pas mal interprété le propos du porte-parole du président de la République. Pourquoi quand il parle de l'ingérence ou l'interférence, vous avez certainement mal interprété ces propos. Non, c'est plutôt eux qui interprètent mal la loi. Déjà, le fait de le dire, c'est un scandale. C'est un scandale. Le fait de ne pas savoir la différence qu'il y a entre le pouvoir judiciaire et la magistrature dans son ensemble. Dans la magistrature, il y a les juges, il y a les magistrats du parquet ou alors les OMP. Les OMP, ce sont eux qui gèrent la liberté des citoyens. Même si après, c'est géré au niveau de la justice, mais là encore, ils ont toujours un mot, parce que même en chambre du conseil, l'officier du ministère public a un mot à dire. Et voir que nos compatriotes, pour la plupart, sont en prison pour des faits bénins, pour des faits civils, pour des faits même pénaux pour lesquels ils peuvent bien obtenir la liberté provisoire, c'est vraiment un scandale. Donc le juge n'a plus les pouvoirs d'appréciation, le magistrat du parquet n'a plus de pouvoir d'appréciation. Vous arrivez dans un parquet, on vous dit, ici l'instruction a déjà été donnée, que lorsque il y a un dossier qui vient de l'ANER, il faut absolument que ce compatriote aille en prison, qu'il ait raison ou tort. Lorsque c'est un dossier qui vient de l'ADEMIAP, l'instruction a déjà été donnée que le monsieur doit aller en prison, qu'il ait raison ou tort. Mais pour que ces choses s'améliorent, il faut que l'exécutif intervienne. L'exécutif n'intervient pas, ça tue la justice. Alors, Maître Arlette Audiard, la rentrée judiciaire, c'était en début de semaine. Comment est-ce que vous avez trouvé l'engagement du numéro 1 de cette institution judiciaire? Personnellement, je n'ai pas beaucoup de choses à reprocher aux magistrats. Pourquoi? Parce que les magistrats, comme tout humain, voudraient qu'il y ait un mécanisme de surveillance. Ça lui permet de contrôler ses faits et gestes. Quand un chef des juridictions et d'office sait que si je me comporte mal, je serai sanctionné, il va changer sa façon de se comporter. Mais quand il sait que je me comporte bien ou mal, il n'y a pas de sanction. Ou la sanction, on ne va l'attendre qu'au moment des mouvements ou des mutations. Et qu'on peut même négocier des mutations. Je peux avoir mal travaillé à une juridiction et négocier. Que l'on m'envoie à une autre juridiction, ainsi de suite. Ça fait que ces chefs des juridictions et d'office ne se sentent pas obligés de fournir beaucoup d'efforts. Moi, en tant que politique, ce n'est pas à eux que je vais m'en prendre. Je m'en prends plutôt aux membres du gouvernement. Je m'en prends à l'exécutif qui ne joue pas son rôle pour Et qu'est-ce que vous voulez voir l'exécutif faire pour que la situation s'améliore? Tout simplement appliquer la loi. Et tout simplement faire respecter la Constitution de la République, ce qui n'est pas le cas. J'ai été en prison la semaine passée, madame. C'était scandaleux. J'ai trouvé un surpeuplement en prison. Et parmi les prisonniers, je vois les personnes respectables de notre société. Les personnes qui ont servi la République, soit à la police, soit à l'armée, soit dans l'administration publique, soit au parquet, les agents de l'État, ainsi de suite. Mais je me dis, comment vous êtes ici? Il y a un des prisonniers à qui j'ai dit, mais tout le monde est finalement en prison en ce moment-ci. Mais vous demandez, pourquoi vous êtes en prison? Voilà, c'est pour un fait bénin. J'étais allée arrêter quelqu'un, j'ai trouvé qu'il n'était pas là ou qu'il m'a demandé de venir, qu'il viendra se présenter personnellement. Voilà, on a dit que j'ai été corrompue pour faciliter la tâche à celui qui devait être arrêté, ainsi de suite. Des faits bénins, mais pour ces faits-là, il y a un surpeuplement dans la prison. J'ai rencontré des gens qui sont en prison poursuivis pour viol, des viols pour lesquels les parties civiles sont déjà majeures et ils font des démarches pour que les leurs sortent des prisons. Et les parquets disent non, les viols étaient déjà établis. Et c'est surpeuplement que vous avez vu, ce n'est pas seulement à Kinshasa, même certaines prisons à travers
la République démocratique du Congo vivent dans les mêmes conditions. Mais justement, parce que l'effort n'est pas fourni au niveau du gouvernement pour que la loi soit convenablement appliquée. Quand la Constitution dit que la liberté, c'est le principe, la détention en est l'exception, mais que nous vivons en ce moment l'inverse. Nous vivons dans les circonstances telles que même les personnes qui sont innocentes vivent dans la crainte permanente d'être arrêtées pour un motif ou un autre. Ça, c'est grave. Mais la situation d'arrestation, ça n'a pas commencé quand même aujourd'hui, Maître Arlette Oudia. On en parle depuis des années, même lorsque Joseph Kabila Kabange était là, on en parlait toujours. Madame, des arrestations arbitraires. Il y a des informations peut-être que vous pouvez ramasser dans la rue sans les avoir vraiment vérifiées. Je vous dis que ça va faire 10 ans que je suis avocat. J'ai eu aussi à visiter quand même à un moment des prisons. Hein. Je suis allée en prison. Oui, je veux bien comprendre. Mais figurez-vous qu'à l'époque où le président Joseph Kabila était au pouvoir, les magistrats, par exemple, ils réfléchissaient 1 ou 2 fois avant de mettre la main sur un acteur politique. Peu importe qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, ils ne réfléchissent plus? Non, c'est d'ailleurs un motivateur. Quand vous êtes en face d'un acteur politique, mais c'est vite que vous allez l'arrêter. Vous êtes convaincu que le message de l'actuel pouvoir en place, c'est de dire que laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Voilà, il n'y a plus des intouchables. Les acteurs politiques sont maintenant des personnes les plus exposées à l'injustice parce que ça constitue pour les membres du pouvoir en place un indicateur pour dire qu'il n'y a plus des intouchables dans ce pays. Alors, vous voulez parler de qui en évoquant ce cas, vous voulez parler de quel acteur politique? Je ne parle pas seulement des acteurs politiques majeurs. Il y a aussi des acteurs politiques mineurs. Vous avez appris combien les communicateurs du FCC, du PPRD, essentiellement notre parti, ils sont en prison. Pour avoir fait quoi? Rien. Figurez-vous que vous êtes sur un plateau de télé où un membre du FCC est face à un membre de l'UDPS. Le membre de l'UDPS vous dit, voilà, le président Kabila a attenté à la vie du président Tshisekedi, l'avion qui avait transporté le président Tshisekedi a connu un crash, il y a des traces des balles, ainsi de suite. C'est Kabila qui voulait en finir avec Félix Tshisekedi. En face de lui, il y a un membre du PPRD qui vous dit, voilà, Madame Olive Lembe a été exposée, sa vie est en danger, il y a des gens qui en veulent à sa vie, ainsi de suite, c'est grave, le gouvernement doit protéger Madame Olive Lembe. Ces 2 personnes quittent le plateau de télé, on arrête le militant du PPRD pour propagation de faux bruits, on laisse le militant de l'UDPS alors pour avoir fait tous la même chose. Je vous donne un deuxième exemple. Accordez-moi une minute, je vous donne un deuxième exemple. Parlant de l'Assemblée nationale. Lorsque le régime a commencé, les gens de l'UDPS vous disaient que l'Assemblée nationale n'a que des députés élus et que ces députés n'ont pas été votés. Ces gens n'ont pas été arrêtés pour outrage au Parlement. Mais lorsque la majorité a été renversée et qu'un membre du PPRD a dit que ces députés ont été achetés à coups de billets verts, il a fait la prison, Jimmy Kitenge a fait la prison pour outrage au Parlement. Vous pouvez comprendre cette injustice, vous pouvez comprendre le fait qu'aujourd'hui, être un acteur politique, vous êtes exposé à l'injustice parce que pour les régimes en place, c'est un moyen de dire qu'il n'y a plus des intouchables. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas cessé quand même de le dire haut et fort qu'il n'était pas satisfait du travail qui se passe dans l'appareil judiciaire. C'est partant de tout. Il dit la même chose que nous. Tout s'est fait, non? Ça, c'est déjà quelque chose. Mais est-ce que lui n'a que la prérogative de dire? Ou à la fois aussi... Voilà pourquoi il opère des changements, non? Pour trouver une justice qui ne sera pas à double tranchant ou à double vitesse. Mais à partir du moment où le système n'est pas changé et que seulement les individus sont permutés, c'est pas ça la vraie solution. En parlant du système, qu'est-ce que vous voulez voir le président de la République faire? Mais tout simplement, comme je vous ai dit, faire appliquer la loi.
Surtout renforcer le Conseil supérieur de la magistrature, qui est cet organe qui a été mis en place depuis le régime du président Kabila pour contrôler rigoureusement le travail qui est fait par les magistrats. Alors, comment est-ce que vous allez... Soit de les côtés convenable, de le côté correctement, quand ils ont bien fait leur travail, ou alors... Il y aura des numéros qui seront mis à la disposition, il y a des numéros à la disposition des Congolais pour qu'ils puissent dénoncer tout ce qui se passe dans l'appareil judiciaire. Comment est-ce que vous avez trouvé cette démarche? Je ne pense pas que c'est par là qu'on devrait commencer. Parce que là encore, il y aurait des victimes dans les rangs des magistrats. Quand vous dites qu'on met un numéro vert pour accuser les magistrats c'est aussi des citoyens. Ils ont aussi besoin de jouir ou de bénéficier des avantages de la loi. Si le système que nous avons en ce moment est celui de la vulgarisation de ce slogan comme quoi il n'y a pas des intouchables, ça porte un coup à la bonne administration de la justice. Parce qu'un magistrat voudrait arrêter un acteur politique, arrêter un autre magistrat, arrêter un avocat pour se faire glorifier. Voilà, j'ai arrêté un avocat, il n'y a plus des intouchables. Mais ces gens n'ont pas le courage de dire aux gens pourquoi vous avez arrêté X et Y. C'est ça le problème. Il faut que celui qui a arrêté soit lui-même convaincu du fait que les actes que j'ai posés doivent... Est-ce que vous pensez que c'est vraiment facile pour quelqu'un de le reconnaître, qui a déjà reconnu que réellement ces actes posés ne sont pas corrects? Les éléments du dossier peuvent l'indiquer, peuvent les renseigner. Voilà, même ceux qui arrêtent. Donc la victime voudra toujours le dire que... Non. Ceux qui arrêtent, ils ont une conscience professionnelle. Et même quand ils arrêtent injustement, ils vous disent qu'il m'a été demandé d'arrêter injustement. Ce genre de dossier, ça existe. Vous examinez ensemble le dossier avec un magistrat, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien pour arrêter la personne. Est-ce que Maître Arlette Odia, vous êtes en train de dire que toutes les arrestations sont injustes? Non, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a une prison, il y a les lois de la République, il y a aussi des compatriotes qui enfreignent la loi. Et quand vous avez enfreint la loi, vous avez votre place en prison. Mais si cet effort pouvait être fourni pour que l'on sache exactement qui peut être en prison, qui ne peut pas être en prison, c'est là faire appliquer la loi. Et surtout la justice. Merci, mesdames, messieurs. Ce troisième dossier va nous permettre de parler de feu Némwanda Semi, qui n'est plus de ce monde, qui a quitté depuis le mercredi 18 octobre 2023 à l'âge de 77 ans. C'était comme une bombe atomique sous les oreilles des Congolais et aux adeptes du mouvement politique ou religieux Bundu Diamayala de la mort de Némwanda Semi. C'est avant midi du mercredi 18 octobre. Le chef spirituel Némwanda Semi, de son vrai nom Zakari Badiangwenda, était hospitalisé pendant une longue période dans un centre médical de la place, tel que témoignent selon certaines sources concordantes. Le secrétaire général de son parti qualifie cette nouvelle d'un coup dur. À cette occasion, il lance un appel à toute la population congolaise ainsi qu'aux membres de son parti au calme. Les adeptes d'État Tanlongi de capitaliser les enseignements de leur défunt leader. Il s'y est de signaler que la dernière sortie médiatique de Némwanda Semi était lors de son adhésion à l'Union sacrée de la nation, où ses leaders du Congo central appelaient ses partisans à soutenir la réélection de Félix Antoine Tshisekedi afin de briguer son deuxième mandat. À savoir que Zakari Badiangwenda, chef spirituel du mouvement mystico-religieux, connu sous le nom de Némwanda Semi, député national honoraire, a servi sa patrie, la République démocratique du Congo, à l'Assemblée nationale. Il quitte la terre des hommes à l'âge de 77 ans. Ezali ya nani? Congo central ezali ya nani? Bandeko na ngai na pesi bino melesi mingi. Mais
de changer programme. De changer programme pour Nini. Pour Natozali na Likama Monene Yelibiso. Leader Monene ya Congo Central. Awuti Koti Kabiso Lelo. Ne Mwana Semi. Awuti Koti Kabiso Lelo. Yango wana nye. Makambo oyo esengela kina lobela bino. Lelo moyen ya kosolo na bino ezali te. Po tozali biso ba bantu. Moto ya ndenge wana soka tiki biso. Il faut topesa respect na âme na ye. Toyokani? Yango wana nye. Lance pona ye. Ebongo lobby na koloba na bana ya Matadi à travers ba journaliste ya Matadi. Toyokani? Ondini yango na totika makelele bato bakobeta miziki bakata miziki pona tosala 1 minute pona ne mwana semi. Ok? 1 minute de silence. De manière exceptionnelle, Edi Kapend a été donc désigné général de brigade et commandant de la 22e région militaire des FARDC. Alors, Arlette Odia, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? On n'a aucun commentaire. La raison, elle est simple. Hein. Elle est que pour nous, il y a d'autres priorités en ce moment. C'est les élections, la fin du mandat du régime en cours, c'est le social des Congolais qui est devenu intenable. Comment sensibiliser pour voir ce peuple pour tenir encore quelques semaines et pouvoir s'en sortir dans les jours à venir. Parlons d'Edi Kapend, vous savez très bien qu'il n'a jamais été... Il a été prisonnier sous le règne de Joseph Kabila Kabange. Avant de bénéficier d'une grâce présidentielle en 2021, si je ne me trompe pas. Edi Kapend a été prisonnier pendant 20 ans. C'était pour quel fait? C'est pour l'effet d'assassinat d'un ancien président de la République. On n'avait jamais dit que c'est lui qui avait tiré sur Mouzé. Tout le monde le sait. Tout le monde sait la raison pour laquelle il s'était retrouvé en prison. Il avait quand même été condamné. C'est qu'il avait exécuté la personne qui avait tiré sur Mouzé. Alors qu'il y avait déjà un autre garde du corps qui avait réussi à neutraliser celui-là. L'acte posé par le militaire Edi Kapend, c'est celui qui a mis toute la République en difficulté de pouvoir connaître l'origine et les vraies raisons de l'assassinat d'un président de la République de ce pays, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Si toutes ces choses sont des faits bénins pour les régimes en place, en ce moment, ce sont eux qui dirigent. Et ils savent comment lever des options politiques. Que voulez-vous que l'on dise quant à ceux? C'est une histoire qui s'est écrite. C'est une histoire qui ne va jamais disparaître. S'ils essayent d'en donner une autre explication, ils sont libres de les faire. Mais pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas une préoccupation. Certains observateurs estiment quand même qu'il a été arrêté injustement. Mais comment vous allez parler d'injustement et radier même de l'armée injustement aussi? N'est pas être directement coupable d'un meurtre, ça c'est une évidence. Sur ces points, personne n'est dit le contraire. Aussi bien les gens du régime du président Kabila que d'autres, nous sommes tous unanimes par rapport au fait que Edi Kapend n'a jamais tiré sur Mouzé Kabila. Mais quand vous empêchez aux Congolais de connaître l'origine, les causes, les raisons du décès d'un ancien président de la République, il est possible que vous soyez parmi les... Mais par rapport à la balle plantée dans celui qui avait exécuté, dans celui qui avait tiré sur Mouzé Kabila, il est possible que ce soit un membre du groupe. Je ne dis pas que c'est automatiquement cela,
Mais c'est l'une des possibilités. Quand vous examinez le contour du décès de Mosé Kabila, vous vous rendrez compte que parmi ces gardes, il y en avait qui étaient dans le coup parce qu'il n'était pas possible que Rachid sorte de nulle part jusqu'à arriver. Où était Mosé qu'il tire et qu'il soit même en train de sortir? Mais non, s'il y a des gens qui aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir, ils veulent ne pas donner du sens à toute cette histoire qui entoure le décès de Mosé Kabila, c'est eux qui décident en ce moment. Nous avons d'autres priorités. Et donc cette nomination vous met mal à l'aise? Non, mais pourquoi elle nous mettrait mal à l'aise? Si elle tend à torpiller l'histoire, c'est le peuple qui va apprécier. Si elle tend à tordre le cou à une vérité que les Congolais acceptent comme telle, c'est par exemple la communauté katangaise qui va apprécier comment recevoir cette nomination. Mais pour moi, c'est un non-événement. Alors, Némoanda Semi n'est plus de ce monde. Maître Arlette Odia, vous êtes aujourd'hui politique. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui comme souvenir? Non, mais je n'ai aucun souvenir. Je ne le connais personnellement pas. Ah, vous ne le connaissez pas? Non, je ne connais pas Némoanda Semi. Et puisque j'apprends qu'il est décédé, tout ce que je peux faire à titre humanitaire, c'est de présenter des condoléances à sa famille biologique et politique. Mais au-delà de ce fait... Mais ce leader politico-religieux est quand même connu, non? Même si vous ne le connaissez pas personnellement, mais en tant que politique. Mais connu dans quelle casquette? Je sais pas. Alors, je ne sais pas si vous avez... Ça, on allait y arriver. Oui. Vous dites que c'est quelqu'un de connu. C'est vrai, je l'ai reconnu. Je le connais, mais pas à titre personnel. Je le connais pour avoir retenu de lui qu'il a dit que l'ancienne première dame, Madame Marie-Olive Lembe, n'était pas une Congo, qu'elle serait de Goma ou d'ailleurs. J'ai entendu Némoanda Semi dire que l'actuelle première dame n'est pas une Congolaise, qu'elle serait rwandaise. J'ai vu Némoanda Semi être à la base d'une évasion à la prison centrale. C'est pratiquement ces genres de souvenirs que j'ai de lui. Donc pour le développement de la RDC, il n'a pas marqué ses empreintes. Peut-être qu'il y a d'autres qui connaissent le côté positif de son combat politique. En tout cas, pas Maître Arlette Odia. Moi, je n'en ai vu que des côtés négatifs. C'est ainsi que je vous dis que je n'ai aucun bon souvenir de lui. Mais puisque c'est un acteur connu dans notre pays, il est décédé, je présente les condoléances à sa famille biologique et politique. Mais vous gardez quand même ces côtés négatifs. Je ne sais pas comment les dire autrement. Alors, Maître Arlette Odia, parlons aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Votre famille Joseph Kabila Kabange et votre famille politique avec le leader Joseph Kabila Kabange, à quel regard aujourd'hui des élections qui approchent? Bon, ce n'est pas seulement les regards du président Joseph Kabila qui comptent en ce moment, c'est beaucoup plus les regards des Congolais. Même ceux qui ont postulé, vous sentez qu'il n'y a pas de l'engouement dans leur rang. Très peu de Congolais croient encore en des élections à la fin de cette année. Ceux qui croient en ces élections pensent qu'elles ne seront pas du tout inclusives, qu'elles ne seront pas transparentes, qu'elles ne seront pas crédibles. Et c'est ça le problème. Au point que, pour nous, à la fin de cette année, nous attendons l'événement de la fin du mandat de Félix Tshisekedi. On n'attend pas du tout les élections. Je le dis à titre personnel, s'il arrive que ces élections se tiennent, je pense que les Congolais ne vont pas accorder une certaine légitimité à ceux qui vont être proclamés à l'issue de ces élections, au point qu'ils pourraient appliquer l'article 64. On ne peut pas imposer des dirigeants à un peuple comme ça et voir les choses passer comme une lettre à la poste.
Si ça ne se réalise pas, certainement que ce sera une transition qui va commencer. Alors, avant de prendre ce dossier qui va nous permettre de creuser encore, parce que la question des élections en RDC, dans le respect du délai constitutionnel, fait parler plusieurs personnes. D'abord, cette question, Maître Arlette Oudia, est-ce que fallait-il attendre autant beaucoup parce que vous avez décrié le régime Tshisekedi n'a pas fait et que les gens, vous le savez quand même, qu'on parlait d'une RDC qui était dans un trou vraiment très profond, il fallait le sortir de ce trou. Est-ce que fallait-il attendre beaucoup de ce quinquennat avec Félix-Antoine Tshisekedi? Bien sûr, pourquoi ne pas attendre 5 ans, c'est suffisant pour laisser ses empreintes. 5 ans dans avec une RDC qui avait ses trous profonds. Mais quel trou? C'est le trou dont tu parles. C'est pas un trou réel. Ils ont trouvé le code minier qui a permis à l'accroissement des recettes de l'État. Ils ont trouvé une administration assise. Quand Kabila venait au pouvoir, ils ont trouvé aussi un budget de 3 milliards de dollars. Des policiers, il n'a pas trouvé de police, hein. Mais quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un État viable, un État qui fonctionne convenablement. Mais Kabila n'a pas aussi tout fait en 5 ans. Il est allé au-delà de 10 ans. Mais c'est ce que je vous dis, que 5 ans ou 10 ans sont suffisants pour un dirigeant sérieux et une gouvernance sérieuse de laisser ses empreintes. Et quand vous savez quand même qu'il n'y a pas une école où on peut passer le stage en tant que président de la République. Hein. Je suis d'accord. Mais l'école, c'est aussi le parti politique auquel on appartient. L'école, c'est aussi la famille politique auquel on appartient. Et si ce n'est pas une école qui puisse vous permettre de laisser vos empreintes pour les 5 ans de votre gouvernance, ça veut dire que peu importe où est-ce qu'on va vous placer, vous n'allez rien réussir. Nous avons un régime qui malheureusement n'a pas laissé d'empreintes, ou alors des empreintes négatives. Ça, vous le savez. La preuve, c'est exactement la question électorale dont nous parlons à ce jour. Avez-vous entendu des années passées que les compatriotes ont obtenu des cartes qui deviennent illisibles à quelques mois des élections? Vous dites aux gens d'aller pour obtenir le duplicata. Certains sont partis, on leur a dit que votre nom n'apparaît pas dans les fichiers électoraux. C'est justement pour cette raison que M. Kadima ne veut pas afficher les listes électorales. Il ne veut pas les afficher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui vont se retrouver avec des cartes bien qu'illisibles entre leurs mains et ne pas pouvoir retrouver leur nom sur les listes électorales. Ils ne permettent pas à ces compatriotes, ils ne permettent pas à ces compatriotes d'avoir tout simplement des preuves. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit que sa carte s'est endommagée. Sa photo n'est plus visible, les écrits ne sont pas lisibles. Cette personne est allée chercher un duplicata. On lui dit que elles sont dans le fichier. Et quand il pose les problèmes, on lui dit va poser les problèmes à la direction centrale. Il va à la direction centrale, on lui dit wapi preuve. Ça veut dire que vous n'avez pas la preuve. C'est de la même manière qu'ils vous disent que voilà, il y a un opérateur qui sera là pour recevoir les gens et leur donner leur nom. Admettons que le Congolais lambda s'en va chez cet opérateur et que cet opérateur lui dise que son nom n'apparaît pas. Comment il aura la preuve qui va lui permettre de saisir la Cour constitutionnelle en recours? Après l'affichage des listes, ça permet à ceux qui ne se sont pas retrouvés dans les certainement listes que ces listes seront affichées mais ils ont dit qu'ils ne vont pas afficher. Ils ont dit qu'ils n'ont pas mais les listes sont quand même disponibles déjà sur le site. Hein. Mais pourquoi ça devait être sur les sites, madame? Je vous ai dit que ces gens n'ont pas laissé des empreintes positives de leur gouvernance. La preuve, c'est exactement cela. Pourquoi les listes doivent être disponibles dans les sites? Pourtant, non seulement que la loi prévoit que ça doit être affiché, mais aussi la pratique électorale dans notre pays, par le passé, a fait que toutes ces listes étaient chaque fois affichées. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, ils ne savent pas afficher ces listes? Seulement parce que c'est un fichier qui n'est pas fiable. C'est pour cette raison que les Congolais seront en difficulté de pouvoir accorder la légitimité
à ceux qui seront le produit de ces élections si elles arrivent à se tenir. Prenons ce dossier pour parler, bien sûr, du processus électoral en cours. On se retrouve juste après, madame, messieurs. Beaucoup d'observateurs doutent quant à la tenue d'élections en décembre prochain en RDC. Question simple, y aura-t-il des élections en RDC en décembre prochain? Oui, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis. Pourtant, le scénario d'un glissement du calendrier est régulièrement évoqué par l'opposition, notamment par le programme des Nations Unies pour le développement. Même le président Félix Tshisekedi l'a évoqué l'été dernier. Dans ces conditions, êtes-vous sûr, pouvez-vous garantir ce soir qu'il y aura bel et bien des élections en décembre prochain en RDC? Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telle que prévue dans le calendrier. Dans la presse, vous dites que le glissement du calendrier électoral n'est pas une option, mais est-ce que les financements nécessaires pour organiser ces élections vous ont été fournis? Oui, d'abord, il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100% et depuis tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement et ça avance. Combien avez-vous reçu jusqu'ici? Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars. Et que nous recevons l'argent, c'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription et que nous sommes dans... Est-ce que vous avez reçu les fonds nécessaires? Ah oui, bien sûr. C'est beaucoup d'argent que nous avons reçu jusque-là, mais on n'a pas encore tout. Et on ne nous a jamais donné du coup. Vous dites que vous n'avez pas encore tout, les élections non, dans un peu moins d'un mois et demi. L'argent vient... Vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Donc comment allez-vous organiser ce scrutin, ces élections dans les provinces ou les territoires en proie aux violences des groupes armés? Oui, là, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telle que reprise dans le tableau ci-dessous. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Chapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kaseng Kapitu Deli, en vol. 5. Anzulini Isilokechi Floribert, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falay Georges, indépendant. 9. Ifoku Putampunga Marie-Josée, indépendante. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikuni Massoudi 7, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Massalou Anedou André, indépendant. 14. Moudekereza Bissimwa Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Denis, indépendant. 16. Ngalasi Kourisini Agri, indépendant. 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant.
19. Tchani Mwadianvita Noël, indépendant. 20. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayoulou Madidi Martin, Lamouka Fayoulou. 22. Matata Pogno Mapon, leadership et gouvernance pour le développement. 23. Diongo Chamba Franck, mouvement lumumbiste progressiste. 24. Mouzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Joseph Kabila Kabange avait financé les élections RDC. Et cette année 2023, Félix Tshisekedi finance également ces élections. Donc le gouvernement congolais finance ces élections. Maître Arlette Oudia, vous ne voyez pas que vous avez vraiment manqué une occasion de revenir encore au pouvoir en vous excluant vous-même du processus électoral? Le problème à ce jour, c'est que la définition même de la tenue des élections n'est pas la bonne. Ce n'est pas ce que dit la Constitution. L'organisation des élections, pour ceux qui dirigent en ce moment, aussi bien la République que la CENI, ne se rapporte qu'au délai. Or, ce n'est pas le seul critère à respecter. Il y a le fait que les Congolais doivent se faire enrôler dans les bonnes conditions, et tous les Congolais sur l'ensemble du territoire national. Il y a le fait que l'opposition et la majorité doivent se retrouver au sein de la CENI pour des raisons de transparence et de crédibilité du scrutin. Il y a l'aspect financier qu'il faut prendre en compte. Il y a tellement d'éléments qui, pour le moment, ne sont pas réunis pour la tenue des bonnes élections en décembre. Mais que Denis Kadima a donné encore cette assurance à l'extérieur du pays pour dire qu'il y aura élection au 20 décembre. Vous avez vu que c'est difficilement qu'il était en train de s'exprimer. Il n'a presque répondu à aucune des questions. Il n'a dissipé aucun malentendu. Les doutes planent. Et je vous ai dit, faites circuler votre caméra, vous entendrez les compatriotes vous dire qu'ils ne croient pas en la tenue des élections. Mais ce n'était pas quand même vigilant de votre côté de regarder ces processus de loin. N'était-il pas important pour le FCC d'y aller et de continuer à revendiquer comme le font certains autres politiques? Même si c'était à refaire, croyez-moi, à titre personnel, j'opérerais le même choix. Je ne peux pas accompagner une forfaiture. C'est à quel moment qu'on Et alors, comment vous comptez rompre avec ce que vous ne voulez pas aujourd'hui? Mais nous comptons sur le peuple. La transition? Le peuple est souverain. Le peuple est souverain, la transition? Madame. Quand vous ne savez pas donner à ce peuple les raisons de croire que les personnes proclamées, aussi bien par la CENI que par la Cour constitutionnelle, sont effectivement les personnes votées par les citoyens. Mais ces compatriotes vont réagir. Vous voulez une transition, un dialogue? C'est pas question de le vouloir. Mais alors? C'est question de, d'abord, arranger le processus électoral, ce qui est déjà tard en ce moment. Donc, en décembre 2023, il y aura soit des élections, soit elles ne vont pas se tenir. Monsieur Kadima lui-même vous l'a dit. Il dit que s'il y a des gens qui évoquent les reports, c'est parce que c'est possible dans tout projet. Ça veut dire autrement qu'il est possible qu'en décembre 2023, qu'il n'y ait pas élection. Or, s'il n'y a pas élection, il va forcément y avoir une transition. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de comment ceux qui gèrent les élections ont travaillé. S'il y aura une transition, selon vous, avec ou sans Félix Tshisekedi? Ça va dépendre du peuple, Madame Noëlla. Vous savez, j'ai appris que on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne fait pas une omelette avant d'avoir cassé l'œuf. Tout ce que je sais, c'est que en décembre 2023, soit les élections vont se tenir, soit elles ne vont pas se tenir. Alors, si on a ces élections... si elles ne se tiennent pas, ce sera la transition. Et si on a ces élections, Félix Tshisekedi a un deuxième mandat. Si ces élections se tiennent, je suis convaincue qu'au regard de la violation de droits, pas seulement de l'opposition, mais même des citoyens congolais,
ils ne reconnaîtront pas une quelconque légitimité aux personnes alors, qui seront déclarées vainqueurs à ces élections. Non, ça ne va pas arriver. Alors, dites-nous un mot quand même sur les dernières déclarations de Corneille Nangaa, qui a été qui est actuellement ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. On a entendu Corneille Nangaa. Il a parlé sur les ondes d'une chaîne internationale. Ça a permis une large diffusion. Mais aussitôt, on a entendu les gens de la majorité, essentiellement le secrétaire général du parti présidentiel, dire que Corneille Nangaa serait en train de parler au nom de son chef. Et lequel chef serait Joseph Kabila Kabange. Au nom de quoi? Madame Noëlla Kambaja, dans ce pays, pendant que le FCC disait non à la désignation de Denis Kadima, on avait vu Corneille Nangaa faire remise et reprise avec Denis Kadima. Et en ce moment-là, on voyait les gens de l'UDPS encenser Corneille Nangaa et dire que Corneille Nangaa va bientôt est en train de travailler avec le président Tshisekedi. Corneille Nangaa a lâché Joseph Kabila, ainsi de suite. Même après, il a continué à fréquenter Denis Kadima. Et vous entendez ce que disaient les gens de l'UDPS, essentiellement leur secrétaire général. Voilà Corneille Nangaa a emprunté la voie de la raison, ainsi de suite. Quelque temps après, il s'ébrouille, je ne sais pas à quel niveau. Ce dernier s'en va créer son parti politique. Il est en exil. Il raconte ses histoires. Il est allé lui-même en exil. Et automatiquement, il devient un collaborateur de Joseph Kabila. Par quel mécanisme, madame? J'ai toujours pensé que l'accord qui a précédé la publication des résultats provisoires et définitifs des dernières élections, c'était en fait un accord entre l'opposition et la majorité. Tout ça pourquoi? Pour empêcher aux impérialistes de prendre le processus électoral et même le peuple congolais en otage. Donc c'était pour l'intérêt de la RDC. C'était justement pour l'intérêt de la RDC. Peut-être, s'agissant de l'opposition, ce n'était pas le meilleur représentant. Ça peut toujours arriver. Peut-être que l'on dira, voilà, c'était un accord salvateur parce qu'en fait, au moins, l'ancienne majorité... au sein de votre famille politique, quand même, vous parlez de cet accord? Madame, pourquoi on devrait en parler? Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Alors, pourquoi aujourd'hui, selon vous, Corneille Nangaa peut surgir avec cette histoire? Il promet de mettre à la place publique cet accord. C'est pour quel intérêt? À titre personnel, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché entre Corneille Nangaa et l'actuelle majorité. Il vous parle des carrés miniers. Carrés miniers, oui, oui. Il vous parle d'argent. Et on est retouché. À un certain moment, ils étaient très amis. À un certain moment, ils ont organisé la remise et reprise entre Kadima et lui-même, pendant que le FCC disait que Kadima n'était pas le produit justement de la société civile. Il a à un certain moment facilité le départ des Ronsard Maglonda. Est-ce que nous pouvons donner raison à ceux qui estiment que c'est une vengeance du côté de Corneille Nangaa? Je pense tout simplement que ça n'a pas marché quelque part entre les gens de l'actuel régime et M. Corneille Nangaa. Peut-être qu'ils avaient voulu négocier son expertise, à emprunter à Denis Kadima, mais ils ne se sont pas mis d'accord à un certain moment. Expertise à emprunter à Denis Kadima? Oui, en matière électorale. C'est pour ça... Denis Kadima a quand même aussi une expertise. Oui, c'est pourquoi je n'arrive pas à... C'est pour ça que vous verrez que, quand bien même le secrétaire général de l'actuel parti présidentiel voudrait faire croire aux Congolais que Corneille Nangaa serrait des mèches avec Joseph Kabila, il a du mal à convaincre les gens sur cet élément. C'est leur affaire. Alors, pour nous, c'est une distraction. Alors, prenons ce dernier dossier, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On en parle. Ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Nalingi na rappele bino, parce que na zomo na bato mosusu on dirait babandi ko bela maboma. Na mboka oyo RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président.
C'est lui notre commandant suprême. Toza na commandant mosusu te. Raison pour laquelle nazokebisa bato mosusu oyo bazokanisa ke baza na impérium sur l'armée ofandi soki wapi okomi koloba oyo bagénéraux kotanga kombo ya général te kotanga te kombo ya colonel te tika mokonzi ya mboka ministre de défense na ngai totanga bakombo ya bagénéraux yo kotanga kombo ya général ata moko te soki oza na besoin ya bitumba yaka okokuta pe biso tokobunda. Askari, est-ce que toza prêt ya bitumba? Est-ce que toza prêt ya kobunda na banguna na biso? Ba généraux na ba colonel, est-ce que toza prêt ya bitumba? Koya koterroriser biso wate? Ongai, yo nani? Yo nani? Les histoires évoluent. Yo zozonga kama kambo ya kala. Même ata nzoto ango kaselembaka. Nzoto yo nzoto elembaka. Soki elembi ndima petika kende kofanda. Alors que les uns se mêlent dans les discours sur les candidats présidents de la République, les autres se donnent à fond pour que les élections puissent avoir lieu sur toute l'étendue du territoire national. Et cela à travers le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. C'est le cas du mouvement Wazalendo qui vient de repousser les rebelles M23 du territoire de Massissi. Les filles qui vous tiennent également à l'offensive pour sauver la patrie longtemps prise en otage. Je suis combattante comme les hommes, je défends mon pays. Kwa juu hana force ya kupigana na shishi. Huko kuna mvua na baridi lakini naona hauvai hata kote. Hakuna hata na baridi na mvua. Ces hommes vêtus en civil ou en uniforme, constitués en groupe d'autodéfense surnommé Wazalendo, ont pris les armes début octobre contre le M23. Ils entrent dans l'histoire des combattants issus des APCLS, l'un de nombreux groupes armés locaux de la RDC. Menace de John Numbi sur le régime de Kinshasa après donc Chiwewe. Là, c'est le tour du président de la République lors de ce repas avec les FARDC. Félix Tshisekedi a appelé donc les FARDC à rester toujours fidèles à leur mission. Pourquoi cet appel? Bon, c'est peut-être à lui de répondre ou alors à sa famille politique d'y répondre. Mais ce que moi, je déplore dans les propos du président de la République, c'est d'appeler les militaires à le sécuriser ou à le protéger. À ma connaissance, ce sont les lois. Il a dit rester fidèles à leur mission. Donc vous pensez que c'est un appel en sa faveur seulement? Tout simplement en sa faveur. Oh. Pourtant, Madame Noëlla, j'ai appris que c'est les lois de la République qui protègent les individus. La police, ou mieux l'armée, protège ou défend les territoires nationaux. Donc on ne peut pas tenter dans une certaine démarche à s'approprier les forces de défense et encore les forces de sécurité. Il suffit pour le président de la République de faire appliquer la Constitution, de la faire respecter, de faire appliquer, de faire respecter donc les autres lois de la République. Vous estimez qu'il ne devait pas faire ce rappel? Il se sentirait suffisamment il ne devrait pas faire ce rappel? Non, je pense par contre que c'est les lois de la République qui sécurisent un chef de l'État. Je pense que c'est les lois de la République qui sécurisent les citoyens. Si en plus des lois de la République, le chef de l'État veut se faire sécuriser par les forces de défense et des forces de sécurité, pourtant ces mêmes forces de défense sont supposées sécuriser également les citoyens
par exemple ceux des autres familles politiques, il y a un problème. On tombe dans ce qu'on appelle la politisation des services de sécurité et de défense. Ça, c'est un danger. Non, mais les services de sécurité sont apolitiques. Hein. Ils sont apolitiques. Et que ces rappels de troupes, ainsi de suite, devraient tout simplement tendre... Mais quand il dit, il parle de leur mission, il parle de leur mission, c'est parce qu'il voit l'intérêt de tout le monde, il voit la sécurisation de tout un peuple sans couleur politique. Je parle ici comme politique, et en tant que politique, je voudrais que ceux qui nous dirigent, au cas où ils l'auront oublié, ou alors au cas où ils ne le savent pas, c'est les lois de la République qui sécurisent les individus et même le président de la République. Les dangers dans lesquels eux se retrouvent en ce moment, c'est l'accumulation des différentes violations de notre Constitution, ainsi que les différentes violations de nos lois. Et la seule façon de se remettre en sécurité, c'est de se rendre à l'évidence que la Constitution a été sérieusement violée durant le mandat en cours. C'est que rejette le régime en place. Hein? C'est que rejette le régime en place, ce qui ne cesse de dire que c'est l'un des régimes qui a d'ailleurs respecté la Constitution. Et contrairement à ce que vous avez dit, vous avez vu, le président de la République a même reçu ses diplômes mérite à l'université de Kinshasa pour ses différentes réalisations en faveur du peuple congolais. Si c'était le cas, la vie en société devrait s'améliorer. Alors, Maître Arlette Odia, les Wazalendo ce matin ont été bien sûr signalés samedi matin à la barrière entre la RDC et le Rwanda. De plus en plus, ils sont vraiment engagés et repoussent le M23. Cette situation m'indique deux choses. La première, c'est que il est normal que des compatriotes, surtout quand ils pensent que l'État ne les sécurise plus, s'arrangent pour se défendre soi-même et défendre leur terre ou leurs biens. C'est pas normal, mais c'est une situation explicable. Mais ce qui devient dangereux, c'est le fait de ne pas encadrer ses compatriotes et de louer leur mérite. J'ai suivi le ministre de la Communication, n'est pas pouvoir répondre aux questions de journalistes, qui dit par exemple, mais si ces groupes Wazalendo arrivent justement à repousser au loin les M23 et que se transforment en un groupe ou en des groupes négatifs contre la République, comment vous allez faire? Le ministre de la Communication a été en difficulté de répondre à cette question. Il vous parle des DDRC, ainsi de suite. Entre-temps aussi, quand c'est un groupe qui arrive à repousser, alors que les FRDC sont aussi là. Mais c'est la conséquence notamment des zones tampons. Il y a un accord entre les différents présidents de l'EAC qui empêche à l'armée régulière d'accéder à certaines régions. Et ça met en difficulté cette armée régulière. Alors, et l'insensibilité du Maître Arlette Odia, c'est complètement fini pour notre rendez-vous de la semaine. Alors, vous pouvez quand même vous prononcer face à ce que certaines personnes estiment qu'en position incohérente adoptée par Washington face à l'égard de la République démocratique du Congo. On sait qu'on sait la situation de l'Est où on demande pratiquement à la RDC de négocier avec le M23. Mais tout cela est dû à quoi? Il faut se souvenir de l'histoire. L'histoire nous indique que la RDC, le Rwanda et le Burundi, nous étions tous la propriété du roi belge. Et il y a des gens qui estiment que la RDC, comment elle pouvait avoir une telle densité ou une telle superficie, pendant que le Rwanda et l'Ouganda sont des petits pays, on va dire des pays minuscules. Et il y a cette communauté internationale qui voudrait que les limites soient revues en faveur du Rwanda, en faveur de l'Ouganda. Et ça explique cette complicité. Mais quand même, la RDC compte autant de millions. Pourquoi il y a toujours des mots pour chercher à adoucir la RDC? Alors que c'est que c'est passe ailleurs. Alors nous voyons par exemple Israël où on a vu, maintenant on est en train de bombarder, on a doté le pays de tout ce qu'il faut pour que le pays puisse se défendre. Et c'est qu'on ne fait pas en RDC. Tout simplement parce que la communauté internationale ne poursuit pas les mêmes objectifs. Autant dans la guerre
à l'est de la RDC que dans les conflits ailleurs, notamment. Alors, que faut-il faire maintenant? Est-ce que il faut améliorer le salut de la RDC viendra de l'extérieur? Absolument pas. Le président Kabila l'avait toujours dit, et il le dit encore, même à ce jour, pour ceux qui peuvent l'entendre. La gouvernance n'est pas bonne. La division entre peuples, entre acteurs politiques, elle s'est sérieusement accentuée avec l'avènement au pouvoir du président Tshisekedi. Et c'est ça la conséquence. Alors, dites-nous, la situation de l'Est ne concerne pas quand même un parti politique, c'est une affaire de tout le monde. À quand remonte quand même la voix du FCC face à cette situation de l'Est, la dernière fois? Mais l'opposition du FCC, ce n'est pas une opposition classique. C'est une opposition qui nous a été imposée. Ils ne nous ont pas écoutés à plusieurs reprises. Comment voulez-vous qu'ils nous écoutent en ce moment-ci et pour la question sécuritaire? La faute, c'est la leur, c'est pas la nôtre. Qui ne dit mot consent, vous savez. Non. On se bat pour des grands intérêts politiques. Et ces grands intérêts politiques, c'est améliorer le processus. Mais la situation de l'Est, c'est aussi une histoire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Mais que les gens de la majorité se sont appropriés. À chaque fois que le FCC a tenté de donner sa position, vous avez vu les accusations gratuites de la majorité pour dire, voilà, c'est vous qui êtes à la base de cette situation. Pourtant, ils savent que le président Joseph Kabila a lui aussi hérité de cette situation qui avait commencé déjà à l'époque du maréchal Mobutu. Alors, Maître Arlette Odia, c'est complètement fini. Le plaisir était de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population congolaise qui vous suit à cet instant. Merci, Madame Noëlla Kambaja, de votre invitation. Merci aussi à vos téléspectateurs. À travers eux, je remercie les Congolais qui comprennent le sens de notre combat et qui nous soutiennent. Et j'en profite de l'occasion pour répondre à ceux qui attendaient que je leur communique mon numéro de campagne ou mon numéro de vote pour leur permettre d'aller voter massivement pour ma personne, que nous ne pouvons pas accompagner la forfaiture. C'est un processus électoral qui ne convainc pas de nombreux compatriotes. Il n'y a pas de raison pour nous d'accompagner une situation qui ne convainc pas. Je suis étonnée de voir certains professeurs, certains médecins, certains ingénieurs, donc on va dire la classe élitique, décider d'accompagner un tel processus. Nous, en tant que politiques clairvoyants, nous savons que c'est un processus qui ne va aboutir à rien. Soit qu'il va aboutir à des élections qui seront totalement rejetées par la classe politique, par la classe politique bien sûr, mais surtout par les citoyens congolais, ou alors elle va conduire malheureusement à la transition. J'ai dit malheureusement, pourquoi? Parce qu'on avait déjà quitté cette étape des transitions. On devrait chaque fois maintenant aller 5 ans après l'autre pour permettre à la démocratie de grandir et de croître. Ce n'est pas le cas, malheureusement, parce que l'UDPS est arrivé au pouvoir. Nous devons nous battre pour que la situation change et que des dirigeants, je veux dire, des partis politiques responsables prennent la direction de ce pays et que le Congo gagne. Donc, vous voulez dire que les partis politiques actuellement au pouvoir n'est pas responsable? Ils ne gèrent pas le pays comme il se doit et c'est les Congolais qui sont en train de souffrir. Merci beaucoup, Maître Arlette Odia. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Info 7. Je rappelle que vous êtes responsable du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Ce collectif désormais aux côtés de Joseph Kabila Kabange au sein du FCC. Merci une fois de plus d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous dire merci. Alors je ne cesserai de le dire, Info 7, un magazine de Congo Web Télévision, Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Merci de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Eh bien c'est l'heure. Merci et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'Info 7. Au revoir.